Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et que dire en introduction? Restez bien jusqu'à la fin parce que nous allons faire une annonce absolument exceptionnelle, tout à fait renversante. Voilà, je pourrais trouver beaucoup d'autres superlatifs, mais en tout cas, ça va être chouette. Nous attaquons aujourd'hui la monnaie ou la circulation des marchandises. Et donc, sans plus attendre, si je n'oublie pas de remarques liminaires, si tout de même, au cas où vous regarderiez ce stream ou cette vidéo pour la première fois, d'abord, petite lecture que je vais commettre, entrecoupée de petites présentations, illustrées, et après, on passera aux échanges sur le vocal Discord. Tout le monde est le ou la bienvenue. Pour trouver le Discord, le lien va s'afficher à l'écran un peu plus tard ou sinon vous pouvez trouver le lien dans la bio de la chaîne Twitch. Et voilà, le concept, c'est qu'on apprend en s'amusant et venez poser vos questions. C'est parti. Chapitre 3, la monnaie ou la circulation des marchandises. On va faire 2 sessions d'échange sur Discord, je tiens à le préciser. D'abord, une à l'issue de la première section, qu'on aura lue et la deuxième après, voilà. Donc c'est parti. Précédemment, précédemment rien du tout. Je ne vais pas faire le rappel de ce qu'on a dit à la session précédente parce que je pense qu'on a beaucoup de textes à lire aujourd'hui, donc je préfère dérouler, voilà. Mesure des valeurs. Dans un but de simplification, nous supposons que l'or est la marchandise qui remplit les fonctions de monnaie. La première fonction de l'or consiste à fournir à l'ensemble des marchandises la matière dans laquelle elles expriment leur valeur comme grandeur de la même dénomination, de qualité égale et comparable sous le rapport de la quantité. Il fonctionne donc comme mesure universelle des valeurs. C'est en vertu de cette fonction que l'or, la marchandise équivalent, devient monnaie. Ce n'est pas la monnaie qui rend les marchandises commensurables. Au contraire, c'est parce que les marchandises, en tant que valeur, sont du travail matérialisé, et par suite commensurables entre elles, qu'elles peuvent mesurer toutes ensemble leur valeur dans une marchandise spéciale et transformer cette dernière en monnaie, c'est-à-dire en faire leur mesure commune. Mais la mesure des valeurs par la monnaie est la forme que doit nécessairement revêtir leur mesure immanente, la durée de travail. Ok, je coupe très tôt. Simplement pour revenir sur quelque chose que nous avions abordé la semaine dernière, qui est la question de la phénoménologie, que je ne prétends toujours pas être en capacité de vous exposer clairement. Simplement, ça me fournit l'occasion de revenir sur ce que j'avais pu dire et qui, apparaissait comme une bêtise, qui l'était bien. Hem, le rapport entre substance et forme, où j'avais exposé la logique de si substance, alors forme. Donc voilà, dans une logique purement formelle, c'est le cas de le dire, il y a une antériorité logique de la substance sur la forme. Et je vous ai donné un petit exemple. Un carré est en substance un quadrilatère à 4 côtés égaux et 4 angles droits. Et voici sa forme. La question, c'est: ce carré pouvait-il apparaître autrement que tel qu'il se présente actuellement? C'est une question que je vous pose. Hem, ça s Juste pour noter que ça, c'est un carré dans un repère orthogonal. Voilà. Dans un repère non orthogonal, il n'aurait pas cette forme-là. Bref, c'était petite digression, pas forcément utile, je m'en rends compte maintenant. Non, dans un plan euclidien. Alors oui, bon, en plus, voilà, mon niveau en mathématiques, étant ce qu'il est, c'était pas forcément gagné d'avance cette histoire. En fait, ce sur quoi je voulais attirer l'attention,
c'est que Marx dit: «La mesure des valeurs par la monnaie est la forme que doit nécessairement revêtir leur mesure immanente, la durée de travail». Moi ce que je voulais interroger, c'était le rapport entre, une substance qui prend nécessairement une telle forme. Pour montrer qu'il y a, hem, que la forme n'est pas arbitraire, en fait. Voilà. Bon, bref. C'était pas forcément indispensable. Je poursuis. L'expression de valeur d'une marchandise en or, X marchandise A égale Y marchandise monnaie, est sa forme monnaie ou son prix. Une équation isolée telle que 1 tonne de fer égale 2 onces d'or suffit maintenant pour exposer la valeur du fer d'une manière socialement valide. Une équation de ce genre n'a plus besoin de figurer comme anneau dans la série des équations de toutes les autres marchandises, parce que la marchandise équivalent, l'or, possède déjà le caractère monnaie. La forme générale de la valeur relative des marchandises a donc simplement regagné son aspect primitif, sa forme simple. La marchandise monnaie, de son côté, n'a point de prix. Pour qu'elle pût prendre part à cette forme de la valeur relative, qui est commune à toutes les autres marchandises, il faudrait qu'elle puisse se servir à elle-même d'équivalent. Au contraire, la forme où la valeur d'une marchandise était exprimée dans une série interminable d'équations devient pour l'argent la forme exclusive de sa valeur relative. Mais cette série est maintenant déjà donnée dans le prix des marchandises, dans les prix des marchandises. Il suffit de lire à rebours la cote d'un prix courant pour trouver la quantité de valeur de l'argent dans toutes les marchandises possibles. Le prix, ou la forme monnaie des marchandises, est, comme la forme valeur en général, distincte de leur corps ou de leur forme naturelle, quelque chose d'idéal. La valeur du fer, de la toile, du froment, etc. réside dans ces choses mêmes, quoique invisiblement. Elle est représentée par leur égalité avec l'or, par un rapport avec ce métal, qui n'existe pour ainsi dire que dans la tête des marchandises. L'échangiste est donc obligé soit de leur prêter sa propre langue, soit de leur attacher des inscriptions sur du papier pour annoncer leur prix au monde extérieur. L'expression de la valeur des marchandises en or étant tout simplement idéale, il n'est besoin pour cette opération que d'un or idéal, ou qui n'existe que dans l'imagination. Il n'y a pas d'épicier qui ne sache fort bien qu'il est loin d'avoir fait de l'or avec ses marchandises quand il a donné à leur valeur la forme prix ou la forme or en imagination, et qu'il n'a pas besoin d'un grain d'or réel pour estimer en or des millions de valeurs de marchandises. Dans sa fonction de mesure des valeurs, la monnaie n'est employée que comme monnaie idéale. Cette circonstance a donné lieu aux théories les plus folles. Mais quoique la monnaie en tant que mesure de valeur ne fonctionne qu'idéalement, et que l'or employé dans ce but ne soit par conséquent que de l'or imaginé, le prix des marchandises n'en dépend pas moins complètement de la matière de la monnaie. La valeur, c'est-à-dire le quantum de travail humain qui est contenu par exemple dans une tonne de fer, est exprimée en imagination par le quantum de la marchandise monnaie qui coûte précisément autant de travail. Suivant que la mesure de valeur est empruntée à l'or, à l'argent ou au cuivre, la valeur de la tonne de fer est exprimée en prix complètement différents les uns des autres, ou bien est représentée par des quantités différentes de cuivre, d'argent ou d'or. Si donc deux marchandises différentes, l'or et l'argent par exemple, sont employées en même temps comme mesure de valeur, toutes les marchandises possèdent deux expressions différentes pour leur prix. Elles ont leur prix or et leur prix argent qui courent tranquillement l'un à côté de l'autre, tant que le rapport de valeur de l'argent à l'or reste immuable, tant qu'il se maintient, par exemple, dans la proportion de 1 à 15. Toute altération de ce rapport de valeur altère par cela même la proportion qui existe entre les prix or et les prix argent des marchandises, et démontre ainsi par le fait que la fonction de mesure des valeurs est incompatible avec sa duplication. Pour illustrer ça, quand on mesure la puissance d'un moteur de voiture, dans les voitures thermiques, en général, on mesure cette puissance en chevaux-vapeur. Depuis que les voitures électriques sont devenues de plus en plus présentes sur le marché, on a tendance à mesurer, la puissance de leur moteur en kilowatts. Ces 2 unités expriment, rigoureusement la même substance, enfin, les 2 sont des mesures de puissance. Par exemple, là, notre voiture, elle fait 1000 chevaux, c'est une grosse voiture, ou 753,499 kilowatts. Bon. Maintenant, ça marche parce que 1 cheval-vapeur vaut 0,735499 kilowatts. Si demain, le rapport de conversion entre cheval-vapeur et kilowatt change,
On ne pourra plus du tout utiliser, indistinctement cheval-vapeur ou kilowatt pour mesurer la même chose. Évidemment, comme là on parle de mesures, purement conventionnelles, le rapport ne change pas. Mais si on parlait de marchandises, appelées à devenir à prendre la forme de monnaie, il y aurait un vrai problème parce qu'on se souvient que la valeur de la marchandise, c'est le temps de travail socialement nécessaire, blablabla. Et donc 2 marchandises peuvent avoir des valeurs qui changent relativement, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Et je reprends. Les marchandises dont le prix est déterminé se présentent toutes sous la forme A marchandise A égale X or, B marchandise B égale Z or, C marchandise C égale Y or, etc. Dans laquelle A, B, C sont des quantités déterminées sont des quantités déterminées des espèces de marchandises A, B, C, X, Z, Y, des quantités d'or déterminées également. En tant que grandeur de la même dénomination, ou en tant que quantité différente d'une même chose, elles se comparent et se mesurent entre elles, et ainsi se développe la nécessité technique de les rapporter à un quantum d'or fixé et déterminé comme unité de mesure. Désolé, je m'interromps. Pamp, tes questions, on les traitera en salon vocal, si ça te va. Mais note-les, c'est intéressant et on en discutera. Je reprends. Cette unité de mesure se développe ensuite elle-même et devient étalon par sa division en parties aliquotes. Avant de devenir monnaie, l'or, l'argent, le cuivre possèdent déjà dans leur mesure de poids des étalons de ce genre. De telle sorte que la livre, par exemple, sert d'unité de mesure. Unité qui se subdivise ensuite en onces, etc. et s'additionne en quintaux et ainsi de suite. Dans toute circulation métallique, les noms préexistants de l'étalon de poids forment ainsi les noms d'origine de l'étalon monnaie. Comme mesure des valeurs et comme étalon des prix, l'or remplit 2 fonctions entièrement différentes. Il est mesure des valeurs en tant qu'équivalent général, étalon des prix en tant que poids de métal fixe. Comme mesure de valeur, il sert à transformer les valeurs des marchandises en prix, en quantité d'or imaginée. Comme étalon des prix, il mesure ces quantités d'or données contre un quantum d'or fixe et subdivisé en parties aliquotes. Dans la mesure des valeurs, les marchandises expriment leurs valeurs propres. L'étalon des prix ne mesure au contraire que des quantas d'or contre un quantum d'or et non la valeur d'un quantum d'or contre le poids d'un autre. Pour l'étalon des prix, il faut qu'un poids d'or déterminé soit fixé comme unité de mesure. Ici, comme dans toutes les déterminations de mesure entre grandeurs de même nom, la fixité de l'unité de mesure est chose d'absolue nécessité. L'étalon des prix remplit donc sa fonction d'autant mieux que l'unité de mesure et ses subdivisions sont moins sujettes au changement. De l'autre côté, l'or ne peut servir de mesure de valeur que parce qu'il est lui-même un produit du travail, c'est-à-dire une valeur variable. Il est d'abord évident qu'un changement dans la valeur de l'or n'altère en rien sa fonction comme étalon des prix. Quels que soient les changements de la valeur de l'or, différentes quantités d'or restent toujours dans le même rapport les unes avec les autres. Que cette valeur tombe de 100%, 12 onces d'or vaudront après comme avant 12 fois plus qu'une once. Et dans les prix, il ne s'agit que du rapport de diverses quantités d'or entre elles. D'un autre côté, attendu qu'une once d'or ne change pas le moins du monde de poids par suite de la hausse ou de la baisse de sa valeur, le poids de ses parties aliquotes ne change pas davantage. Il en résulte que l'or comme étalon fixe des prix rend toujours le même service, de quelque façon que sa valeur change. Le changement de valeur de l'or ne met pas non plus obstacle à sa fonction comme mesure de valeur. Ce changement atteint toutes les marchandises à la fois, et laisse par conséquent, ceteris paribus, leur quantité relative de valeur réciproquement dans le même état. Dans l'estimation en or des marchandises, on suppose seulement que la production d'un quantum déterminé d'or coûte, à une époque donnée, un quantum donné de travail. Quant aux fluctuations des prix des marchandises, elles sont réglées par les lois de la valeur relative simple développées plus haut. Une hausse générale des prix des marchandises exprime une hausse de leur valeur si la valeur de l'argent reste constante, et une baisse de la valeur de l'argent si les valeurs des marchandises ne varient pas. Inversement, une baisse générale des prix des marchandises exprime une baisse de leur valeur si la valeur de l'argent reste constante, et une hausse de la valeur de l'argent si les valeurs des marchandises restent les mêmes. Il ne s'ensuit pas le moins du monde qu'une hausse de la valeur de l'argent,
entraîne une baisse proportionnelle des prix des marchandises et une baisse de la valeur de l'argent, une hausse proportionnelle des prix des marchandises. Cela n'a lieu que pour des marchandises de valeur immuable. Les marchandises, par exemple, dont la valeur monte et baisse en même temps et dans la même mesure que la valeur de l'argent, conservent les mêmes prix. Si la hausse ou la baisse de leur valeur s'opère plus lentement ou plus rapidement que celle de la valeur de l'argent, le degré de hausse ou de baisse de leur prix dépend de la différence entre la fluctuation de leur propre valeur et celle de l'argent, etc. Petite micro-interruption, la forme prix, qui est un pur produit de l'imagination en ce qui nous concerne pour l'instant. La forme prix en tant qu'elle est une quantité d'or, enfin une quantité vous voyez, de monnaie d'équivalent général, heu, que le producteur attache à sa marchandise, et qui est censé refléter sa valeur. Enfin qui est censé, voilà, être la conversion de cette valeur, en forme monnaie fantasmatique, si on veut. Et petite remarque sur, l'étalon des prix, hem, mettons que d'un côté, on décide que voilà, une pépite d'or vaille 1 $ et donc le lingot qui vaut 9 pépites d'or vaut 9 $. Pareil, c'est des unités, monétaires Minecraft, hein. Désolé, ça facilite pas forcément les calculs, mais c'est pas moi qui fais les règles. Et de l'autre côté, une pépite d'or vaut 2 $, donc un lingot vaut 18. Là, le dollar n'est que le nom, qu'on donne à une quantité définie d'or. Heu, Dans un cas ou dans l'autre, ça ne change pas, enfin ce qui change, ça va être comment dire? Dans la représentation, ça va changer, mais la quantité réelle d'or qui s'échange contre une marchandise donnée ne change pas. C'est juste qu'elle sera, le nom de la portion d'argent qu'on aura échangé aura été modifié. Voilà. Je pense que, jusque-là, c'est plutôt clair dans le texte et après bon, il y a tout ce que Marx développe sur les différentes questions de quantité, de comment ça s'échange, mais pour moi ça fait tout à fait écho à ce qu'on avait vu précédemment donc je pense pas indispensable de s'éterniser là-dessus. Et puis il y a pas de souci, hein, pas besoin de dire, désolé, mais c'est bien que tu mettes tes questions dans le chat aussi, ça permet de pas les oublier. Simplement, voilà, je n'y réponds pas dans le feu de l'action. Et on est reparti. Revenons à l'examen de la forme prix. On a vu que l'étalon en usage pour les poids des métaux sert aussi avec son nom et ses subdivisions comme étalon des prix. Certaines circonstances historiques amènent pourtant des modifications. Ce sont notamment: petit 1, l'introduction d'argent étranger chez des peuples moins développés, comme lorsque par exemple des monnaies d'or et d'argent circulaient dans l'ancienne Rome comme marchandises étrangères. Les noms de cette monnaie étrangère diffèrent des noms de poids indigènes. Petit 2, le développement de la richesse qui remplace dans sa fonction de mesure des valeurs le métal le moins précieux par celui qui l'est davantage, le cuivre par l'argent et ce dernier par l'or, bien que cette succession contredise la chronologie poétique. Le mot livre était, par exemple, le nom de monnaie employé pour une véritable livre d'argent. Dès que l'or remplace l'argent comme mesure de valeur, le même nom s'attache peut-être à un 15e de livre d'or suivant la valeur proportionnelle de l'or et de l'argent. Livre comme nom de monnaie et livre comme nom ordinaire de poids d'or sont maintenant distincts. La falsification de l'argent, petit 3, la falsification de l'argent par les rois et roitelets prolongée pendant des siècles. Falsification qui, du poids primitif des monnaies d'argent, n'a en fait conservé que le nom. La séparation entre le nom monétaire et le nom ordinaire des poids de métal est devenue une habitude populaire par suite de ces évolutions historiques. L'étalon de la monnaie étant d'un côté purement conventionnel et de l'autre ayant besoin de validité sociale, c'est la loi qui le règle en dernier lieu. Une partie de poids déterminé du métal précieux, une once d'or par exemple, est divisée officiellement en parties aliquotes, qui reçoivent des noms de baptême légaux tels que livre, écu, etc.
Une partie alicote de ce genre, employée alors comme unité de mesure proprement dite, est à son tour subdivisée en d'autres parties ayant chacune leur nom légal. Shilling, penny, etc. Après comme avant, ce sont des poids déterminés de métal qui restent étalons de la monnaie métallique. Il n'y a de changé que la subdivision et la nomenclature. Les prix ou les quantas d'or en lesquels sont transformées idéalement les marchandises sont maintenant exprimés par les noms monétaires de l'étalon d'or. Ainsi, au lieu de dire le quart de froment est égal à une once d'or, on dirait en Angleterre il est égal à 3 livres sterling, 17 shillings, 10 pence et demi. Les marchandises se disent dans leur nom d'argent ce qu'elles valent, et la monnaie sert comme monnaie de compte toutes les fois qu'il s'agit de fixer une chose comme valeur, et par conséquent sous forme monnaie. Le nom d'une chose est complètement étranger à sa nature. Je ne sais rien d'un homme quand je sais qu'il s'appelle Jacques. De même, dans les noms d'argent, livres, thalers, francs, ducats, etc., disparaît toute trace du rapport de valeur. L'embarras et la confusion causés par le sens que l'on croit caché sous ces signes cabalistiques sont d'autant plus grands que les noms monétaires expriment en même temps la valeur des marchandises et des parties alicotes d'un poids d'or. D'un autre côté, il est nécessaire que la valeur, pour se distinguer des corps variés des marchandises, revête cette forme bizarre, mais purement sociale. Le prix est le nom monétaire du travail réalisé dans la marchandise. L'équivalence de la marchandise et de la somme d'argent exprimée dans son prix est donc une tautologie. Comme en général, l'expression relative de valeur d'une marchandise est toujours l'expression de l'équivalence de deux marchandises. Mais si le prix, comme exposant de la grandeur de valeur de la marchandise, est l'exposant de son rapport d'échange avec la monnaie, il ne s'ensuit pas inversement que l'exposant de son rapport d'échange avec la monnaie soit nécessairement l'exposant de sa grandeur de valeur. Supposons qu'un quart de froment se produise dans le même temps de travail que 2 onces d'or, et que 2 livres sterling soient le nom de 2 onces d'or. 2 livres sterling sont alors l'expression monnaie de la valeur du quart de froment, ou son prix. Si maintenant les circonstances permettent d'estimer le quart de froment à 3 livres sterling, ou force de l'abaisser à 1 livre sterling, dès lors, 1 livre sterling et 3 livres sterling sont des expressions qui diminuent ou exagèrent la valeur du froment, mais elles restent néanmoins ses prix. Car premièrement, elles sont sa forme monnaie, et secondement, elles sont les exposants de son rapport d'échange avec la monnaie. Les conditions de production ou la force productive du travail demeurant constante, la reproduction du quart de froment exige, après comme avant, la même dépense en travail. Cette circonstance ne dépend ni de la volonté du producteur de froment, ni de celle des possesseurs des autres marchandises. La grandeur de valeur exprime donc un rapport de production, le lien intime qu'il y a entre un article quelconque et la portion du travail social qu'il faut pour lui donner naissance. Dès que la valeur se transforme en prix, ce rapport nécessaire apparaît comme rapport d'échange d'une marchandise usuelle avec la marchandise monnaie qui existe en dehors d'elle. Mais le rapport d'échange peut exprimer ou la valeur même de la marchandise, ou le plus ou le moins que son aliénation, dans des circonstances données, rapporte accidentellement. Il est donc possible qu'il y ait un écart, une différence quantitative entre le prix d'une marchandise et sa grandeur de valeur, et cette possibilité gît dans la forme prix elle-même. C'est une ambiguïté qui, au lieu de constituer un défaut, est au contraire une des beautés de cette forme, parce qu'elle l'adapte à un système de production où la règle ne fait loi que par le jeu aveugle des irrégularités qui, en moyenne, se compensent, se paralysent et se détruisent mutuellement. La forme prix n'admet pas seulement la possibilité d'une divergence quantitative entre le prix et la grandeur de valeur, c'est-à-dire entre cette dernière et sa propre expression monnaie, mais encore elle peut cacher une contradiction absolue, de sorte que le prix cesse tout à fait d'exprimer de la valeur, quoique l'argent ne soit que la forme valeur des marchandises. Des choses qui par elles-mêmes ne sont point des marchandises, telles que par exemple l'honneur, la conscience, etc., peuvent devenir vénales, et acquérir ainsi, par le prix qu'on leur donne, la forme marchandise. Une chose peut donc avoir un prix formellement sans avoir une valeur. Le prix devient ici une expression imaginaire comme certaines grandeurs en mathématiques. D'un autre côté,
La forme prix imaginaire, comme par exemple le prix du sol non cultivé, qui n'a aucune valeur parce qu'aucun travail humain n'est réalisé en lui, peut cependant cacher des rapports de valeur réels, quoique indirects. De même que la forme valeur relative en général, le prix exprime la valeur d'une marchandise, par exemple d'une tonne de fer, de cette façon qu'une certaine quantité de l'équivalent, une once d'or si l'on veut, est immédiatement échangeable avec le fer, tandis que l'inverse n'a pas lieu. Le fer, de son côté, n'est pas immédiatement échangeable avec l'or. Dans le prix, c'est-à-dire dans le nom monétaire des marchandises, leur équivalence avec l'or est anticipée, mais n'est pas encore un fait accompli. Pour avoir pratiquement l'effet d'une valeur d'échange, la marchandise doit se débarrasser de son corps naturel et se convertir d'or simplement imaginé en or réel, bien que cette transsubstantiation puisse lui coûter plus de peine qu'à l'idée hegelienne son passage de la nécessité à la liberté, au crabe la rupture de son écaille, au père de l'Église Jérôme le dépouillement du vieil Adam. À côté de son apparence réelle, celle de fer par exemple, la marchandise peut posséder dans son prix une apparence idéale, ou une apparence d'or imaginé, mais elle ne peut être en même temps fer réel et or réel. Pour lui donner un prix, il suffit de la déclarer égale à de l'or purement idéal. Mais il faut la remplacer par de l'or réel pour qu'elle rende à celui qui la possède le service d'équivalent général. Si le possesseur du fer, s'adressant au possesseur d'un élégant article de Paris, lui faisait valoir le prix du fer sous prétexte qu'il est fort argent, il en recevrait la réponse que saint Pierre dans le paradis adresse à Dante qui venait de lui réciter les formules de la foi. Et bon, là, c'est en italien et j'ai oublié de mettre la traduction en français et j'ai pas envie d'énerver Julien si je prononce de l'italien avec un mauvais accent. Enfin, vous voyez l'idée. Julien, tu nous feras la traduction en audio. La forme prix renferme en elle-même l'aliénabilité des marchandises contre la monnaie et la nécessité de cette aliénation. D'autre part, l'or ne fonctionne comme mesure de valeur idéale que parce qu'il se trouve déjà sur le marché à titre de marchandise-monnaie. Sous son aspect tout idéal de mesure des valeurs, se tient donc déjà aux aguets l'argent réel, les espèces sonnantes. Si le prix comme exposant de la grandeur de valeur de la marchandise est l'exposant de son rapport d'échange avec la monnaie, il ne s'ensuit pas inversement que l'exposant de son rapport d'échange avec la monnaie soit nécessairement l'exposant de sa grandeur de valeur. Alors, c'est super important, ce passage. Marx nous dit que valeur et prix ne sont pas la même chose. Or, c'est un truc qu'on entend assez fréquemment, sinon systématiquement, quand on voit des libéraux qui essayent de critiquer la conception marxiste de la valeur, ils confondent presque toujours valeur et prix. Heu, Nous, on vient voir que c'est pas de la même chose. On vient voir que logiquement, la valeur intervient bien en amont du prix. Que le prix n'existe que parce qu'il y a une marchandise particulière qui a pris la place d'équivalent général, qui a été socialement reconnue, sanctionnée en tant que telle, etc., etc. Et Marx nous dit qu'il peut y avoir une divergence entre la valeur et le prix. Par exemple, Steve qui s'imagine que son lingot de fer a un prix de 5 $. En réalité, il ne s'imagine rien du tout, hein, ce 5 $, c'est la valeur, du lingot qui se constate en fait dans la production. 5 $, ça va par exemple être 1 heure de travail. Et en tant que tel, si 5 pépites d'or par exemple sont également l'expression d'1 heure de travail socialement nécessaire, alors ce prix sera rapport d'échange avec la monnaie. En gros, à cette étape-là, Steve, il a un prix en tête, c'est la juste valeur, il veut être payé à sa juste valeur, voilà. Or, quand on le transporte sur le marché, notre bon vieux Steve, il peut, par des circonstances que Marx évoque, sans plus nous en dire que ça, je trouve, que le lingot de fer de Steve peut se vendre au-dessus de sa valeur. Par exemple, 6 pépites d'or.
sachant que sa valeur réelle et la valeur de l'or n'ont pas changé. Et dans des circonstances inverses, eh ben Steve aura fait une mauvaise affaire, il n'aura vendu son lingot d'or que contre 4 pépites. Voili, voilou, je crois qu'on est à peu près au clair là-dessus et Marx nous dit qu'il y a une espèce d'impérialisme de la forme prix qui permet de donner un prix à des choses qui, entre guillemets, «ne devraient pas en avoir» ou en tout cas qui ne sont pas des marchandises. Voilà, on peut acheter l'honneur, on peut acheter la conscience, on peut acheter plein de choses qui ne sont pas le produit du travail humain, sous forme de valeur d'usage pour quelqu'un. Enfin, bref, vous avez compris le truc. Il y a un impérialisme. Et nous arrivons au bout de cette section. Je vais donc, lancer une petite pause de 3 minutes. Vous allez pouvoir réécouter Stupéflip et on se retrouve sur le vocal pour un premier tour d'échange. À tout de suite. Nous voilà donc dans le salon vocal pour discuter de cette 1re partie du chapitre sur la monnaie et nous accueillons un nouveau participant. Heu, Monsieur Pamp, je sais pas comment je prononce ton pseudo. Ouais, c'est ça, c'est très bien, merci. Bon et bah, bienvenue à toi Pamp. Est-ce que tu veux te présenter déjà, dire comment tu es arrivé sur le stream, ouais, un petit coucou? Bah, écoutez, alors moi, j'ai 20 ans, OK, un étudiant en informatique et j'ai découvert le stream, par hasard sur YouTube. Ça d'accord, tombe très, très bien parce que je suis en pleine, formation, marxisme. OK. Je vais rentrer dans une asso, révolutionnaire donc il faut que je me forme. Ça tombe très bien. Bon et bah, tip top effectivement oui, c'est bien le concept du stream, hein, c'est de se former théoriquement, pour la lutte. Voilà. Mais ce qui suppose un long détour théorique. Bon, et bah, ravi de t'accueillir. On va attaquer du coup, les vos éventuelles questions et commentaires sur cette partie, si vous en avez. Ah bah, il y en a pas mal, hein. C'est déjà les questions, qu'a fait Pamp, sur Twitter. Ouais. Alors est-ce que tu pourrais nous rappeler, quelles étaient tes questions? Je peux les relire. Après j'en ai d'autres mais bon, on va pouvoir alterner comme ça j'ai pas le monopole sur un peu bizarre. Bon, de toute façon, on est dans une économie monopolistique objectivement, hein, donc il y a OK, autant, super, super. mais vas-y donc on prend Alors, tes questions. j'avais, besoin que tu valides si j'ai bien compris l'idée de, ce que tu décrivais par la substance et la forme. Donc est-ce que la substance précède la forme dans l'idée ou pas? Alors, bon moi la réponse que je vais te faire, c'est une réponse, de mec qui n'y connaît rien, hein, donc donc je t'invite à ne surtout pas, te reporter sur ce que je vais te dire. De ce que j'ai compris, il y a la substance précède logiquement la forme. Dans le sens où là, dans l'exemple du carré, le carré, qu'il ait une forme de carré ou pas comme un carré se manifeste à notre perception, heu, il est dans tous les cas, un quadrilatère à 4 côtés égaux avec 4 angles droits. Donc ça précède logiquement, mais en même temps, il y a pas de substance sans forme, tu vois? Bah, oui, parce que en fait, c'est l'impression que enfin, d'après ce que tu m'en dis, quelque part, ça fait une contradiction avec l'idée, de ce que j'ai cru comprendre de la dialectique matérialiste, qui est donc que les idées, émergent du réel. Mais à ce moment-là, l'idée, de l'or, donc la substance de l'or, précède la forme de l'or? Alors la substance n'est pas l'idée. Ah OK. Heu, pour moi, quand on parle de substance,
on parle, de ce qu'est la chose, essentiellement, fondamentalement, et de manière indépendante de notre perception, pour le coup. Donc de manière indépendamment de la représentation, de l'idée qu'on s'en fait, voilà. Là, on est, pour moi, enfin, on est d'abord, on est d'abord dans des considérations, ontologiques, pour employer un Oui, c'est gros mot, c vraiment, la pour dire définition de quelque chose, la définition, nécessaire et suffisante de quelque chose. alors je suis désolé, il y a eu, ça a un petit peu grésillé. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, alors du coup, je disais, du coup, la substance, ce serait la définition nécessaire et suffisante d'une certaine chose donnée. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, oui. Ouais, à De partir Donc en l'occurrence, bah, un carré, ça serait, un quadrilatère à 4 côtés égaux. de ce que j'ai compris, voilà. qu'on peut OK. mesurer. Oui, alors et du coup, quand on commence à parler de qu'on peut mesurer, on est déjà plus dans le On peut mesurer. je sais pas si c'est dans la forme, mais en tout cas, enfin oui, en plus, oui, oui, si, clairement, c'est la forme parce que, oui, il faut que l'objet apparaisse à nos sens pour qu'on puisse le mesurer. Oui, voilà, mais je sais pas si c'est suffisamment clair la réponse que j'ai pu essayer de t'apporter, si je peux essayer de résumer, donc il y a de ce que je comprends, il y a une préséance logique de la substance sur la forme, mais il y a pas de substance sans forme. Il y a une citation que j'aime bien là-dessus, c'est citation qui est attribuée à Victor Hugo, il me semble. C'est: «La forme, c'est le fond qui remonte à la surface». Heu et donc la substance, le fond, peut rester enfoui, mais pour qu'il apparaisse, il doit nécessairement prendre une forme déterminée. Voilà, et donc il ne peut être effectif qu'en tant qu'il a une forme déterminée. Voilà, mais tout ça, tout ce que je dis là est à prendre avec des grosses pincettes, hein, si on avait un philosophe chevronné parmi nous, ce serait quand même pas mal. Mais hélas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais, en vrai, carrément, ouais. OK, bon, bah, Ah, moi je trouve que en tout cas, enfin, comment il le formule, au début du chapitre, ça donne une bonne idée, non? Hem, Quand il se penche, quand il dit: «Ce n'est pas la monnaie qui rend les marchandises commensurables, au contraire». oui, c'est parce qu'elles sont valeur, parce qu'elles sont travail humain cristallisé, Ça. qu'elles sont comme, enfin, oui, qu'elles peuvent devenir monnaie. Oui et puis enfin, ce rapport-là, on l'avait aussi vu avant, je me souviens plus exactement quand, mais enfin quand on parlait de valeur d'échange, quoi. Qu'il y a les marchandises sont valeur quoi qu'il arrive, parce qu'elles sont du temps de travail, social, en général. Mais cette substance-là ne devient effective que dans la forme de valeur d'échange. Ah! OK. Oui, sauf que le problème, c'est que dans cette enfin de moi, parce que j'ai pris pas mal de notes et essayé de définir les concepts des parties précédentes Ouais. et et en fait, dans ce que j'ai cru comprendre, le problème dans cette idée-là, c'est que, c'est que du coup la valeur d'échange avant la réalisation de la valeur par l'échange, donc ce qui serait du coup la substance, la valeur substance de la marchandise, Mmh. c'est ça? De ce que je Bah, en fait, comprends, ouais. le problème, c'est que lorsqu'il y a surproduction et que la marchandise ne peut pas être vendue, sa valeur disparaît. Mais donc la substance de la marchandise va disparaître, c'est ça que tu nous dis? Le alors, heu, d'intuition, je serais tenté de te dire: «Oui», mais c'est plus compliqué. Là, tu parles déjà des crises, en fait. Tu parles déjà de la possibilité des crises qu'on pourra pas expliquer au point où on en est de la lecture. Ouais, en fait, c'est ça, je me projette un peu trop, pardon.
Mais non, non, mais c'est pas, il y a pas à t'excuser. En fait, le texte de toute façon t'invite tout le temps à faire ça. Quand tu te poses sur le texte et que tu essayes de réfléchir sur ce qu'il te dit, systématiquement, tu vas être amené à vouloir explorer plus loin et en fait, le fil essentiel de l'argument, il va t'apporter les réponses, mais elles viennent après. Ouais, OK, ouais. Voilà, voilà. Question suivante. Quand on parlait de la question de l'étalon des prix, il me semble que tu avais Oui, qu'en une, fait, quand le rapport entre les monnaies change, je vois pas, en fait, pourquoi ça devient un problème. Voilà, petit, pourquoi c'était un problème. alors bon, l'exemple que je t'ai montré, il montre que si le rapport entre le cheval vapeur et le kilowatt pouvait changer comme ça du jour au lendemain sans qu'on puisse le prévoir, heu, bah, l'expression d'une puissance en cheval vapeur et en kilowatt, ne enfin, faudrait tout le temps convertir entre les 2. Ce serait Ah oui, à oui, tout le moins pas pratique. bien sûr. Je veux dire, effectivement, si on parle d'un rapport qui a pour composante d'être variable, mais si le rapport est amené à changer une fois, ça pose pas de problème parce que ça rend juste caduques les précédentes conversions, mais il suffit juste de réappliquer le nouveau rapport qu'on a pu mesurer. Oui, sauf que dans la réalité, le rapport d'échange entre les 2 métaux que tu vas vouloir utiliser conjointement comme monnaie, il change tout le temps et en fait, dans les notes de bas de page, heu, Marx parle de ça parce que historiquement, en fait, il y a beaucoup de cas de bimétallisme, heu et je vais essayer de vous ouvrir une fenêtre avec ça. Donnez-moi 2 petites secondes. Boum. Là, c'est l'écran noir sur le stream. Oui, oui, non, j'ai une fausse manip. Désolé. Tac. Là, voilà. Nous y sommes. Donc, la note de bas de page, elle nous dit quoi? Elle nous dit: «Partout où l'argent et l'or se maintiennent légalement l'un à côté de l'autre comme monnaie, c'est-à-dire comme mesure de valeur, c'est toujours en vain qu'on a essayé de les traiter comme une seule et même matière. Supposer que la même quantité de travail se matérialise immuablement dans la même proportion d'or et d'argent, c'est supposer en fait que l'argent et l'or sont la même matière et qu'un quantum donné d'argent, du métal qui a la moindre valeur, est une fraction immuable d'un quantum donné d'or. Depuis le règne d'Édouard III jusqu'au temps de George II, l'histoire de l'argent en Angleterre présente une série continue de perturbations provenant de la collision entre le rapport de valeur légal de l'argent et de l'or et les oscillations de leur valeur réelle. Tantôt c'était l'or qui était estimé trop haut, tantôt c'était l'argent. Le métal estimé au-dessous de sa valeur était dérobé à la circulation, refondu et exporté. Le rapport de valeur des deux métaux était de nouveau légalement changé. Mais comme l'ancienne, la nouvelle valeur nominale entrait bientôt en conflit avec le rapport réel de valeur. À notre époque même, une baisse faible et passagère de l'or par rapport à l'argent, provenant d'une demande d'argent dans l'Inde et dans la Chine, a produit en France le même phénomène sur la plus grande échelle, exportation de l'argent et son remplacement par l'or dans la circulation. Pendant les années 1855, 1856 et 1857, l'importation de l'or en France dépassa son exportation de 41 580 000 livres sterling, tandis que l'exportation de l'argent dépassa son importation de 14 740 000. En fait, dans les pays comme la France, où les deux métaux sont des mesures de valeur légale et ont tous deux un cours forcé, de telle sorte que chacun peut payer à volonté soit avec l'un, soit avec l'autre, le métal en hausse porte un agio et mesure son prix, comme toute autre marchandise, dans le métal surfait, tandis que ce dernier est employé seul comme mesure de valeur. L'expérience fournie par l'histoire à ce sujet se réduit tout simplement à ceci, que là où deux marchandises remplissent légalement la fonction de mesure de valeur, il n'y en a en fait qu'une seule qui se maintienne à ce poste. Voilà. Bon, pour moi, ça répond plutôt pas mal à ta question, je trouve. Parce qu'en fait, oui, tu peux avoir légalement 2 monnaies,
mais dans la pratique, heu, c'est comme s'il y en avait qu'une seule, en fait. Voilà. Parce Oui, parce que c'est tantôt l'une, tantôt l'autre prend le Ouais. le pas sur, l'autre. Ouais, parce que la seconde, en fait, joue, vis-à-vis de la première, bah, non pas le rôle d'équivalent général, mais le rôle de marchandise particulière. Voilà. Et ça veut dire que du coup, pendant ces moments-là, si par exemple l'argent prend le rôle, de m du coup de monnaie complète, on va dire, bah, alors l'or, est peut être acheté à un prix différent que le prix de sa valeur réelle? Bah, comme j'ai envie de dire comme toute marchandise, oui. Ah oui, C effectivement, c'est le principe. comme après en fait, enfin, moi de ce que je comprends, là où ça fait là où le problème se pose, enfin oui, c'est que tu vas en avoir une qui va être, sur ou sous-évaluée par rapport à l'autre. Mais ça faudrait plonger plus à fond dans l'histoire en fait, des différentes manières que les États ont eu d'imposer le cours de la monnaie et moi je me tâte encore, à voir si on peut pas le faire dans un épisode séparé ou faire une longue intro, une longue conclusion dans un autre épisode, mais ça va demander, du boulot particulier. Mais en fait, enfin dans l'histoire, il y a énormément comme ça de problématiques sur, bah, quelle est la marchandise, qui sert de monnaie? Quel rapport la contrainte étatique a avec cette marchandise? Est-ce qu'il y a une convertibilité officielle ou pas? Et cetera, et cetera. Mais je pense que tout ça pourrait être plus clair si on a vraiment un tableau d'ensemble. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on termine le chapitre avant d'espérer vraiment comprendre le truc à fond. Moi, Mais ouais, vas-y. le langage, hein, parce que je galère, avec certains trucs des fois, encore aujourd'hui, en français, mais on est bien d'accord que étalon, l'étalon, c'est un standard. Oui, Comme ça, je l'ai compris. C'est, en fait, la quantité physique de tel métal qui est fixée comme, référence, c'est ça. ou ces sous-parties, les alicotes, du coup. Ouais, c'est ça. C'est comme, dans le système de mesure international, 1 kilogramme, c'est un étalon, alors qui est défini comme, je sais pas, ça doit être un truc, vachement précis, enfin la masse d'un nombre d'atomes précis, voilà. Voilà, donc c'est vraiment un concept physique, quoi, enfin, dans le monde réel tangible, quoi. C'est Alors à la base, oui, à la base, effectivement, c'est une question de poids d'or. oui, mais moi, je Ouais. parle vraiment dans ce contexte-là, hein. Oui. C'est-à-dire, on a une Mmh mh. façon, dans telle ou telle période de l'histoire de calculer combien d'or il y a à disposition, OK? De fixer le quantum et sur cette base-là, on va dire ça, c'est l'étalon, c'est voilà, le gold standard, du coup. Il devient le Enfin, moi, je voulais juste comprendre si c'est ça qu'on entend par standard, en fait. Alors, ce enfin la locution anglaise, gold standard, elle fait référence à autre chose. Quand on parle du système de l'étalon or, du système de Bretton Woods et des systèmes, qui prévalaient avant, heu, évidemment c'est lié, mais c'est pas la même chose parce que ça renvoie en fait à la convertibilité légale du papier monnaie en son équivalent en or, tangible quoi, en vrai or. Or on n'en est pas encore là, nous. Parce qu'on n'a pas encore vu le papier monnaie. Heu, Là, on parle d'un étalon, c'est-à-dire, on reprend la métaphore enfin, l'analogie avec le kilo, donc on dit la quantité figée qui fait l'unité fondamentale de l'or, quoi, c'est en ça, termes de mesure. voilà. Voilà, oui. Mais du coup, c'est un étalon, enfin oui, c'est l'étalon des prix, Oui. comme le kilo est un étalon de masse. Heu et enfin, c'est l'étalon des prix plus que l'étalon de l'or. Enfin, c'est-à-dire, oui, à la base, c'est une quantité, donnée d'or, physique, mais elle s'applique au prix.
Elle s'applique pas à l'or lui-même. Je sais pas si ce point-là est clair? Oui, Yes. moi ça va. OK, bon, bah, tip top. Est-ce que vous avez d'autres questions? Heu, Moi j'ai une dernière question, ouais. Oui. C'était un peu au début de cette partie-là. C'est juste pour clarifier en fait. C'est-à-dire que, là du coup ce que enfin peut-être qu'encore une fois je vais un peu loin par rapport à là où on en est, mais du coup l'idée finale de ce que va être la monnaie, ce serait qu'elle participe encore plus à la fétichisation des marchandises, c'est bien ça? Bah, elle va participer dedans, oui, ça, c'est clair. Heu, Déjà là où on en est, j'ai l'impression que c'est le cas parce qu'au début il semblait parler un peu de ça au début de ce que du texte que tu as lu. hem, alors, pour moi, là, on n'en est pas enfin, on n'a pas encore fait un lien direct, enfin, sauf dans la mesure où, bah, la monnaie est elle-même une marchandise, et que donc, bah, en tant que telle, dans une société où la forme marchandise est dominante, bah, la monnaie comme toute autre marchandise va se présenter comme le support des rapports sociaux. Heu et ça effectivement, je pense que ça va être en particulier vrai de la monnaie. Ce qu'on avait dit dans l'épisode sur le fétichisme de la marchandise, c'était que quand tu faisais souvent dans les discours, contestataires un petit peu, enfin, je sais pas comment qualifier ça, mais, heu, dans les discours anticapitalistes un peu intuitionnels, on va dénoncer le pouvoir de l'argent. Ce qui poétiquement fait sens. Mais c'est pas le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir, des gens qui ont l'argent et des gens qui ont les flingues pour faire respecter le pouvoir de l'argent. Donc que l'or soit la première marchandise, enfin, où la marchandise où le fétichisme s'affirme de la façon la plus brutale et la plus évidente, je sais pas si le texte nous permet de le dire pour l'instant, mais ça me semble pas déconnant comme idée. Et pour moi, il y a peut-être aussi un lien à faire avec, ce qu'est l'argent au moment de la détermination de la forme prix, hein, donc l'argent qui n'a pas encore été empoché comme espèce sonnante et trébuchante, à ce moment-là, l'argent, il renvoie à une valeur d'usage de toutes les autres marchandises qui est une valeur d'usage fantasmée. Voilà. Heu, donc on est c'est pas le fétichisme de la marchandise, mais c'est aussi, je pense, quelque chose, qu'il est intéressant de noter, sans aller jusqu'à faire une espèce de psychologisme, mais au moins essayer de pointer du doigt ce qui se passe dans notre tête avec l'échange marchand, quoi, et avec l'argent. Et moi, j'ai une autre question aussi qui se rattache un petit peu à ce que vous venez de dire. Hem, je pense qu'on était tous, enfin, puisqu'on l'a réagi sur le chat, on était tous, marqués par le passage sur l'écart qu'il peut y avoir entre le prix, enfin la différence quantitative entre le prix, d'une marchandise, et sa valeur, enfin sa valeur réelle. Quand il y a l'exemple du froment, OK, qu'on a Ouais. établi que sa valeur est, 2 pounds, mais après selon les circonstances, OK, il peut avoir un prix de 1 ou 3 pounds, OK, qui du coup mystifie en fait la valeur réelle, du froment. Est-ce que c'est là, dans ce noyau-là qu'on voit qu'il y a justement un détachement entre la forme, enfin ça fait partie même de la forme prix d'être détaché de la valeur réelle enfin, de la valeur d'usage, d'échange pardon, des marchandises? C'est là qu'il y a une fluctuation en fait quand tu parlais des libéraux. C'est-à-dire que le prix peut s'envoler, sans tenir compte de la valeur effective de la marchandise. Heu, Bah, je dirais pas que le prix et la valeur sont détachés. Parce que ce que Marx dit, c'est que, la valeur, elle joue comme loi régulatrice, autour enfin, c'est-à-dire que le prix va toujours converger autour de la valeur. Heu, il peut varier et il est nécessaire qu'il varie, heu,
je sais pas, un surcroît passager de demande qui a absolument pas été anticipé par les producteurs, va faire augmenter le prix alors que la valeur reste constante. Par exemple, je sais même pas si c'est une bonne manière de le qualifier, mais enfin, le l'économie bourgeoise, elle pose d'abord l'offre et la demande, heu, qui permet de comprendre dans une certaine mesure les fluctuations du prix, mais qui ne permet pas de comprendre autour de quoi gravite le prix. Voilà. Après, il va y avoir un enjeu à démontrer empiriquement que les prix convergent autour des valeurs des marchandises. Ouais, mais en gros, il y a un détachement au moment où le prix ne traduit plus la valeur de la marchandise, OK, qui était déterminée par sa cristallisation de travail. Heu, C'est-à-dire que là, tu vas couper le lien, en fait, fondamental qu'il y a entre la monnaie en tant que révélatrice de ce quantum de travail et le quantum de travail effectif. C'est-à-dire le prix n'est plus indicatif, en fait, de la valeur effective de la marchandise. Et il peut donc s'appliquer même à des choses qui ne sont pas liées, au travail social, comme il disait, l'honneur, ou enfin des choses abstraites, et Alors Oui, moi, cetera. c'était en ça que je disais que ça participait Ouais. à la fétichisation de la marchandise. C'est exactement ça, en fait. Mmh. oui, ça oui, 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 parce que, enfin dans ce que j'appelais l'impérialisme de la forme prix, effectivement, oui, là pour moi on peut clairement étendre le domaine du fétichisme. Maintenant sur le rapport entre la valeur et la forme prix, hem, tu peux avoir une espèce, oui, de séparation totale quand tu achètes l'honneur de quelqu'un en le corrompant. Mais quand on parle de l'immense majorité des marchandises, la loi de la valeur joue au final. Heu, je sais pas moi, enfin, mettons, ton principal concurrent, il a eu un accident, tout son stock a cramé. Toi, tu vas pouvoir vendre tes marchandises, qui sont les mêmes que celles de ton concurrent, 2 fois plus cher. Mais c'est qu'un effet passager, si tu veux. Immédiatement après, il va y avoir un autre capitaliste qui va se dire: «Eh mais attends, on peut pratiquer des prix de malade sur ce marché, je vais investir, je vais ouvrir une usine ou me constituer un stock et moi aussi je vais essayer de prendre ma part du gâteau de cette marchandise dont le prix est largement supérieur à la valeur». Mais en revanche, de ce que j'ai compris, Ça, du coup, ça va découler que le prix, au final, va baisser. voilà, parce que oui, et du coup, bah, le prix va finir par se rapprocher de la valeur. OK, c'est en ça que tu disais que le prix tend toujours vers la valeur. Voilà. Maintenant, il y a une erreur qu'il faut pas faire, c'est de se dire que le profit, qui est une notion qu'on n'a pas du tout, encore, étudiée, ne serait dégagé que par ça. Non, Heu, parce que alors, le profit implique la plus-value et on n'a pas encore du tout défini la plus-value, c'est ça? voilà, mais déjà je mets en garde contre cette idée. Le profit et même la plus-value ne vient pas de cet écart passager, entre la valeur et le prix. C'est encore autre chose. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, désolé, hein. Non, non, mais t'excuses pas, au contraire, c'est ça qui fait vivre, ces séances et c'est très bien. En fait, tout à l'heure, tu as dit quelque chose et ça m'a rappelé que j'avais une question que je m'étais posée, pendant mon visionnage, et mes notes, des anciens épisodes et que j'ai noté. Hem, oui, en fait, tu as parlé de du coup, ce que dans la société, usuelle, quand on n'a pas du tout les notions que Marx, définit et tout ça, en fait, nous, quand on comprend un peu l'économie, on comprend que ce qui est à la base de l'économie, c'est l'offre et la demande. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Mais j'arrive pas à comprendre, comment, par exemple, la valeur d'une perle ou d'un diamant, heu, est liée du coup, comment est-ce que le prix d'un diamant peut être lié en même temps à
au fait que le diamant soit rare et en même temps au travail nécessaire pour extraire ce diamant? Alors, la question de la rareté, on l'avait abordée, je crois que dans l'épisode 1 qui C'est n'est pas sur YouTube, il me je crois semble. que c'est une des toutes premières questions qui était Oui, sortie, en fait. oui, En oui. fait, c'est pas que j'ai C'est cette question marrant. parce que c'est parce qu'il est je l'ai pas vu en fait, l'épisode 1. Et Non, non, mais c'est très bien, on fait un rappel qui je pense va être très utile. Oui, ouais, ouais, c'est marrant parce que ça eh ben, évoque les mêmes je peux choses à tout mettre le monde, en fait, c'est bien, il y a Ouais. plein de personnes. Oui, c'est logique somme toute. Le lien entre la rareté et la quantité de travail socialement nécessaire. Ce que Marx dit dans chapitre 1 du coup, c'est que par exemple, les diamants, ne se trouvent que très rarement dans les couches supérieures de l'écorce terrestre. Et que donc pour trouver du diamant, il faut creuser profond et longtemps. Et que donc il faut plus de travail pour produire du diamant. Donc si tu veux tu une rareté naturelle, mais qui dans la transformation des richesses naturelles en marchandises, joue à travers le temps de travail socialement nécessaire. Ouais. Après Pour t le De façon grossière, tu pourrais presque dire, enfin, la rareté, c'est en fait une forme de travail. C'est-à-dire que, enfin, une chose rare, c'est juste que tu mets plus de temps à la trouver, en fait, tu travailles plus. C'est pas oui, oui, en la fait, j'avais un rareté peu en cette tant que intuition, mais telle, je c'est voulais, juste une donnée quantitative, en fait. ouais, j'avais un peu cette intuition, mais je voulais juste être sûr. Ouais, voilà. Bah, je pense que le point est clarifié. Bah, merci beaucoup. Bah, comme ça, au moins, ça sera sur YouTube, cette question. Oui, oui, c'est très bien. C'est nickel. OK. D'autres questions? Aïe. On est tout bon pour moi. Et bah, on est reparti alors, on reprend la lecture. Ça va être une séance assez longue, hein. Ouais, je remarque ça. Je sais pas si au prochain temps d'échange, je suis là, par contre. C'est très bien. Ah bon? Ouais, parce que, on a de la famille ici. Oh là là. Bon, bon, bah, je déroule, hein. OK. Alors, tac, 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 on avance, on avance, on avance, on avance. C'est long! Petit 2, moyen de circulation. Petit A, la métamorphose des marchandises. L'échange des marchandises ne peut, comme on l'a vu, s'effectuer qu'en remplissant des conditions contradictoires, exclusives les unes des autres. Son développement qui fait apparaître la marchandise comme chose à double face, valeur d'usage et valeur d'échange, ne fait pas disparaître ces contradictions, mais crée la forme dans laquelle elles peuvent se mouvoir. C'est d'ailleurs la seule méthode pour résoudre des contradictions réelles. C'est par exemple une contradiction qu'un corps tombe constamment sur un autre et cependant le fuit constamment. L'ellipse est une des formes de mouvement par lesquelles cette contradiction se réalise et se résout à la fois. L'échange fait passer les marchandises des mains dans lesquelles elles sont des non-valeurs d'usage aux mains dans lesquelles elles servent de valeurs d'usage. Le produit d'un travail utile remplace le produit d'un autre travail utile. C'est la circulation sociale des matières. Une fois arrivée au lieu où elle sert de valeur d'usage, la marchandise tombe de la sphère des échanges dans la sphère de consommation. Mais cette circulation matérielle ne s'accomplit que par une série de changements de forme ou une métamorphose de la marchandise que nous avons maintenant à étudier. Ce côté morphologique du mouvement est un peu difficile à saisir, puisque tout changement de forme d'une marchandise s'effectue par l'échange de deux marchandises. Une marchandise dépouille par exemple sa forme usuelle pour revêtir sa forme monnaie. Comment cela arrive-t-il? Par son échange avec l'or. Simple échange de deux marchandises, voilà le fait palpable, mais il faut y regarder de plus près. L'or occupe un pôle, tous les articles utiles le pôle opposé. Des deux côtés, il y a marchandise, unité de valeur d'usage et de valeur d'échange. Mais cette unité de contraire se représente inversement aux deux extrêmes. La forme usuelle de la marchandise en est la forme réelle, tandis que sa valeur d'échange n'est exprimée qu'idéalement, en or imaginé, par son prix. La forme naturelle, métallique de l'or, est au contraire sa forme d'échangeabilité générale, sa forme valeur, tandis que sa valeur d'usage n'est exprimée qu'idéalement dans la série des marchandises qui figurent comme ses équivalents.
Or, quand une marchandise s'échange contre de l'or, elle change du même coup sa forme usuelle en forme valeur. Quand l'or s'échange contre une marchandise, il change de même sa forme valeur en forme usuelle. Après ces remarques préliminaires, transportons-nous maintenant sur le théâtre de l'action, le marché. Nous y accompagnons un échangiste, quelconque, notre vieille connaissance le tisserand par exemple. Sa marchandise, 20 mètres de toile, a un prix déterminé, soit de 2 livres sterling. Il l'échange contre 2 livres sterling, et puis, en homme de vieille roche qu'il est, échange les 2 livres sterling contre une Bible d'un prix égal. La toile, qui pour lui n'est qu'une marchandise, porte-valeur, est aliénée contre l'or. Et cette figure de sa valeur est aliénée de nouveau contre une autre marchandise, la Bible. Mais celle-ci entre dans la maisonnette du tisserand pour y servir de valeur d'usage et y porter réconfort à des âmes modestes. L'échange ne s'accomplit donc pas sans donner lieu à deux métamorphoses opposées, et qui se complètent l'une l'autre, transformation de la marchandise en argent et sa retransformation d'argent en marchandise. Ces deux métamorphoses de la marchandise présentent à la fois, au point de vue de son possesseur, deux actes. Vente, échange de la marchandise contre l'argent, achat, échange de l'argent contre la marchandise. Et l'ensemble de ces deux actes, vendre pour acheter. Ce qui résulte pour le tisserand de cette affaire, c'est qu'il possède maintenant une Bible, et non de la toile, à la place de sa première marchandise, une autre d'une valeur égale, mais d'une utilité différente. Il se procure de la même manière ses autres moyens de subsistance et de production. De son point de vue, ce mouvement de vente et d'achat ne fait en dernier lieu que remplacer une marchandise par une autre, ou qu'échanger des produits. L'échange de la marchandise implique donc les changements de forme que voici. Marchandise, argent, marchandise, M, A, M. Bon, petit schéma simplement pour répéter ce qu'on vient de lire, hein, c'est juste pour... techniquement, c'est pour faire une pause et rythmer un peu la lecture. Les deux opérations, vente et achat, alors pourquoi il dit que c'est une métamorphose? Moi, je le prends un peu comme si au lieu de parler de marchandise, on parlait de valeur, il y a un échange physique des produits, heu, d'une marchandise contre de l'argent, puis de l'argent contre une autre marchandise, mais la valeur reste entre les mêmes mains, juste sous une autre forme. Voilà. Une forme qui, à la base, est inutile pour son possesseur, mais utile pour d'autres, c'est ce que la vente confirme, et qui, à la fin, est utile pour son possesseur, et dans tout ça, il y a la médiation de l'argent. Donc voilà, on voit bien que l'argent devient un moyen terme, un simple instrument. Et on reprend. Considéré sous son aspect purement matériel, le mouvement aboutit à MM, échange de marchandises contre marchandises, permutation de matière du travail social. Tel est le résultat dans lequel vient s'éteindre le phénomène. Nous aurons maintenant à examiner à part chacune des deux métamorphoses successives que la marchandise doit traverser. MA, première métamorphose de la marchandise, ou vente. La valeur de la marchandise saute de son propre corps dans celui de l'or. C'est son saut périlleux. S'il manque, elle ne s'en portera pas plus mal, mais son possesseur sera frustré. Tout en multipliant ses besoins, la division sociale du travail a du même coup rétréci sa capacité productive. C'est précisément pourquoi son produit ne lui sert que de valeur d'échange ou d'équivalent général. Toutefois, il n'acquiert cette forme qu'en se convertissant en argent, et l'argent se trouve dans la poche d'autrui. Pour le tirer de là, il faut avant tout que la marchandise soit valeur d'usage pour l'acheteur, que le travail dépensé en elle ait été sous une forme socialement utile, ou qu'il soit légitimé comme branche de la division sociale du travail. Mais la division du travail crée un organisme de production spontané, dont les fils ont été tissés et se tissent encore à l'insu des producteurs échangistes. Il se peut que la marchandise provienne d'un nouveau genre de travail destiné à satisfaire ou même à provoquer des besoins nouveaux. Entrelacé hier encore dans les nombreuses fonctions dont se compose un seul métier, un travail parcellaire peut aujourd'hui se détacher de cet ensemble, s'isoler et envoyer au marché son produit partiel à titre de marchandise complète, sans que rien garantisse que les circonstances soient mûres pour ce fractionnement. Un produit satisfait aujourd'hui un besoin social. Demain, il sera peut-être remplacé en tout ou en partie par un produit rival. Lors même que le travail, comme celui de notre tisserand, est un membre patenté de la division sociale du travail, la valeur d'usage de ces 20 mètres de toile n'est pas pour cela précisément garantie.
Si le besoin de toile dans la société, et ce besoin à sa mesure comme toute autre chose, est déjà rassasié par des tisserands rivaux, le produit de notre ami devient superflu et conséquemment inutile. Supposons cependant que la valeur utile de son produit soit constatée et que l'argent soit attiré par la marchandise. Combien d'argent? Telle est maintenant la question. Il est vrai que la réponse se trouve déjà par anticipation dans le prix de la marchandise, l'exposant de sa grandeur de valeur. Nous faisons abstraction du côté faible du vendeur, des fautes de calcul plus ou moins intentionnelles, lesquelles sont sans pitié corrigées sur le marché. Supposons qu'il n'ait dépensé que le temps socialement nécessaire pour faire son produit. Le prix de sa marchandise n'est donc que le non monétaire du quantum de travail qu'exige en moyenne tout article de la même sorte. Mais à l'insu et sans la permission de notre tisserand, les vieux procédés employés pour le tissage ont été mis sans dessus-dessous. Le temps de travail socialement nécessaire hier pour la production d'un mètre de toile ne l'est plus aujourd'hui, comme l'homme aux écus s'empresse de le lui démontrer par le tarif de ses concurrents. Pour son malheur, il y a beaucoup de tisserands au monde. Supposons enfin que chaque morceau de toile qui se trouve sur le marché n'ait coûté que le temps de travail socialement nécessaire. Néanmoins, la somme totale de ces morceaux peut représenter du travail dépensé en pure perte. Si l'estomac du marché ne peut pas absorber toute la toile au prix normal de 2 shillings par mètre, cela prouve qu'une trop grande partie du travail social a été dépensée sous forme de tissage. L'effet est le même que si chaque tisserand en particulier avait employé pour son produit individuel plus que le travail nécessaire socialement. C'est le cas de dire ici, selon le proverbe allemand, pris ensemble, ensemble pendu. Toute la toile sur le marché ne constitue qu'un seul article de commerce, dont chaque morceau n'est qu'une partie à licote. Comme on le voit, la marchandise aime l'argent. Mais the course of true love runs never smooth. L'organisme social de production, dont les membres disjoints, membra dissecta, naissent de la division du travail, porte l'empreinte de la spontanéité et du hasard, que l'on considère ou les fonctions mêmes de ses membres, ou leur rapport de proportionnalité. Aussi nos échangistes découvrent-ils que la même division du travail, qui fait d'eux des producteurs privés indépendants, rend la marche de la production sociale et les rapports qu'elle crée complètement indépendants de leur volonté, de sorte que l'indépendance des personnes les unes vis-à-vis des autres trouve son complément obligé en un système de dépendance réciproque, imposé par les choses. La division du travail transforme le produit du travail en marchandise et nécessite par cela même sa transformation en argent. Elle rend en même temps la réussite de cette transsubstantiation accidentelle. Ici cependant, nous avons à considérer le phénomène dans son intégrité, et nous devons donc supposer que sa marche est normale. Du reste, si la marchandise n'est pas absolument invendable, son changement de forme aura toujours lieu, quel que soit son prix de vente. Ainsi, le phénomène qui dans l'échange saute aux yeux, c'est que marchandise et or, 20 mètres de toile par exemple, et 2 livres sterling, changent de main ou de place. Mais avec quoi s'échange la marchandise? Avec sa forme de valeur d'échange ou d'équivalent général. Et avec quoi l'or? Avec une forme particulière de sa valeur d'usage. Pourquoi l'or se présente-t-il comme monnaie à la toile? Parce que le nom monétaire de la toile, son prix de 2 livres sterling, le rapporte déjà à l'or en tant que monnaie. La marchandise se dépouille de sa forme primitive en s'aliénant, c'est-à-dire au moment où sa valeur d'usage attire réellement l'or qui n'est que représenté dans son prix. La réalisation du prix ou de la forme-valeur purement idéale de la marchandise est en même temps la réalisation inverse de la valeur d'usage purement idéale de la monnaie. La transformation de la marchandise en argent est la transformation simultanée de l'argent en marchandise. La même et unique transaction est bipolaire. Vue de l'un des pôles, celui du possesseur de marchandises, elle est vente. Vue du pôle opposé, celui du possesseur d'or, elle est achat. Ou bien vente et achat, MA est en même temps AM. Jusqu'ici, nous ne connaissons d'autres rapports économiques entre les hommes que celui d'échangistes, rapport dans lequel ils ne s'approprient le produit d'un travail étranger qu'en livrant le leur. Si donc l'un des échangistes se présente à l'autre comme possesseur de monnaie, il faut de deux choses l'une. Ou le produit de son travail possède par nature la forme monnaie, c'est-à-dire que son produit à lui est or, argent, etc., en un mot matière de la monnaie, ou sa marchandise a déjà changé de peau, elle a été vendue, et par cela même, elle a dépouillé sa forme primitive. On va passer directement sur Discord.
On va voir où vous en êtes et est-ce qu'on continue ou pas? Sur Discord, je vous attends, rejoignez le salon live Twitch. Oui, je t'entends et je suppose que, vas-y dis des trucs. Ah blablabla. Ouais, je pen là Là, t'es normal là. OK, normalement on doit aussi vous entendre sur le stream, c'est merveilleux. Julien, tu vas partir quand toi? Dans une dizaine de minutes, mais t'inquiète. Une dizaine de minutes? On peut déjà échanger sur le passage qu'on vient de voir? Yes, je l'ai lu cet après-midi, donc c'est tout frais. OK. Tu peux revenir à, enfin, excuse-moi pour l'instant. Tu peux revenir je sais plus c'est 1 ou 2 slides en arrière. Hem, Ainsi le phénomène qui dans l'échange saute aux yeux, c'est que marchandise et or, 20 mètres de toile par exemple et 2 livres sterling changent de main ou de place. Oui. Tu es dessus? 20 mètres de toile par exemple et 2 livres sterling changent de main ou de place. Mais, avec quoi s'échange la marchandise? Avec sa forme de valeur d'échange ou d'équivalent général et avec quoi alors? Qui est une forme particulière de sa valeur d'usage. Alors ça, OK. Celle d'après, je sais. Pourquoi l'or se présente-t-il comme monnaie à la toile? Parce que le nom monétaire de la toile, son prix de 2 livres sterling, le rapporte déjà à l'or en tant que monnaie, oui. Il faut que tu me repasses sur ça, en le décortiquant. Alors pourquoi l'or se présente-t-il comme monnaie à la toile? Parce que le nom monétaire de la toile, son prix de 2 livres sterling, le rapporte déjà à l'or en tant que monnaie. Ouais. La marchandise se dépouille de sa forme primitive en s'aliénant, c'est-à-dire au moment où sa valeur d'usage attire réellement l'or qui n'est que représenté dans son prix. Ouais. On Ouais, on décortique ça? ouais, enfin pour moi en tout cas. OK, je vais essayer. Le nom monétaire de la toile, son prix de 2 livres sterling, la rapporte déjà à l'or en tant que monnaie. Hem, on est, comment dire? Dans le développement, dans la genèse que nous expose, Marx sous forme logique, la l'équivalent général, la monnaie est déjà en place, tu vois? Enfin, on la déclare, c'est-à-dire le prix vient la déclarer. Le prix vient la déclarer, mais parce que tu as déjà des conditions sociales, objectives, qui font que la forme prix existe, en fait. Hem, donc dans la logique, si tu t'en tiens vraiment seulement à ce qui est écrit, oui, le prix précède l'échange réel entre la marchandise et l'or, Voilà, c'est ça. Et mais il anticipe, il nous annonce qu'il y aura cet échange-là, mais ça, pour l'instant, il est juste, imaginaire. Enfin, il y a rien de ouais. concret. Voilà. Et ce prix-là, il a un sens, bah, dans une société où la forme prix, a étendu, ses tentacules à l'ensemble des marchandises, tu vois? Où l'équivalent général, règne déjà. Voilà. Mmh. Et après la marchandise se dépouille de sa forme primitive en s'aliénant donc en devenant étrangère à elle-même si on veut. C'est-à-dire au moment où sa valeur d'usage attire réellement l'or qui n'est que représenté dans son prix. Voilà, donc tu as le passage oui, de la représentation à la transformation effective. Ouais, mais moi, quand je dis ça, je me demande, c'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? C'est-à-dire que, tout ce qu'il disait même dans la section précédente, c'est-à-dire qu'on associe cette valeur imaginaire, enfin le prix, comme un montant imaginaire, tu vois, qui attend d'être concrétisé, donc qui se concrétise au moment où, effectivement, la valeur d'usage attire réellement l'or. Du coup, Mmh. il y a cet échange entre la la marchandise et son équivalent général. Donc ça veut dire que jusqu'au moment de la transaction, c'est pour ça qu'il a ajouté aussi les exemples de on ne sait pas les autres producteurs ce qu'ils ont fait, si les conditions ont changé. Ça veut dire qu'en fait le prix, il peut mentir jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que jusqu'au moment où tu pas eu la transaction, le prix est nominalement ce qui était la valeur avant d'analyser les circonstances dans lesquelles on est en train échanger. C'est-à-dire, avant de voir quel est le niveau de la production, combien de toiles il y a effectivement. Alors, là, dans l'hypothèse, que Marx a posée,
Le prix, de toute façon, c'est l'expression de la valeur. Pour l'instant, on fait fi de toutes les circonstances qui pourraient faire, diverger, ces 2 éléments-là. Maintenant effectivement, enfin le prix, il signifie une transformation, mais une transformation seulement possible. Voilà, donc il y a il y a toujours une précarité, pour l'échangiste qui n'a à échanger que des marchandises. Mmh. Parce qu'il y a un moment, s'il veut réaliser la valeur des marchandises, bah, il va falloir qu'il réussisse à les vendre, donc il va falloir qu'il trouve des débouchés pour sa production. Maintenant, qu'est-ce qui fait que sa production peut ne pas avoir de débouchés? Marx nous en donne, quelques exemples, hein. Si, voilà, typiquement une offre largement supérieure à la demande, donc qui va amener une dépréciation, de une dépréciation des marchandises, mais, ça nous indique, enfin comme ça il le dit à la fin de ce chapitre, ça nous indique la possibilité de leur crise, mais la possibilité seulement, et qui n'est pas encore explicable dans le cadre de la circulation simple des marchandises. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai juste besoin de préciser un petit truc. Oui. Hem, j'ai l'impression que depuis qu'il a donné un exemple qui a d'un marchand qui, qui ne parvient pas à vendre sa toile parce qu'il est par exemple, il était pas au fait, bah, de l'évolution des prix du marché à ce moment, avant de le vendre. Ça implique, de ce que j'ai compris, c'est que maintenant le prix, il dépend plus uniquement de, de, bah, de la valeur, mais il dépend en fait, un prix, c'est une valeur à un instant donné. Heu, un prix un prix c'est comment dire? C'est une valeur «possible» entre guillemets. Oui, C'est possible, mais à un instant donné avec les connaissances qu'on a actuellement du marché, mais qui tend à évoluer en quelque sorte. Oui, bah, oui, typiquement tu vas fixer un prix, si tu oui, tu mettons, tu produis une marchandise, tu fixes son prix, purement sur la base de tes coûts, tu amènes cette marchandise au marché et tu te rends compte que ce que tu as produit, personne n'en a besoin, beh, ton prix, bah, il tombe à zéro du coup. Oui, mais au-delà de personne en a besoin, peut-être que personne en a besoin, mais à ce prix-là. Oui, après oui, voilà, avec toutes les nuances que ça autorise, et c'est là que je suppose que c'est là qu'on a besoin de recourir aux catégories de l'offre et de la demande. Mais Marx ne parle pas en ces termes parce qu'il y a un énorme développement à faire avant, en fait. Non, bah, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais c'était juste pour préciser ça, donc c'est bon, moi, c'est très bien pour moi. Donc c'est suffisamment précis, du coup? Parfait, merci beaucoup. Bon, bah, merci à toi. D'autres questions? On n'a pas entendu Anne Inédite, aujourd'hui. Ouais, désolée, je vous suis, mais comme c'est déjà très, très dense, et que Bomb semble poser les mêmes questions que moi, je vous ai un peu laissé parler. OK. Bon, bah, ainsi soit-il. T'as pas, du coup, pas de question particulière qui te vient? Non. OK. Julien, d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Bon. Dans ce cas, je pense que nous allons pouvoir mettre un terme à cet épisode. Merci beaucoup à vous sur le Discord pour votre participation. C'était très chouette. Merci Pamp, pardon, pour tes questions. Bah, merci à toi, hein, c'est super ton travail. Eh ben, ça me fait C'est plaisir. génial d'avoir ça. Je pense qu'on Tu aura encore, au prochain épisode, hein, sur ce chapitre parce que Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, voilà, Pamp, tu reviens quand tu veux. C'est sûr que oui, le chapitre, je pense pas non plus qu'on le termine, l'épisode suivant.
Je vous avais dit en début de stream que je ferais une annonce. Ah oui, la fameuse. La fameuse annonce. Alors, nous sommes le 30 mars. Mercredi dans 2 semaines, ça nous emmène au 9 avril. Le mercredi 9 avril, nous ferons un épisode spécial, comme je l'avais évoqué dans le stream précédent, sur un petit bouquin qui s'appelle La théorie générale du droit et le marxisme de Yevgeny Pachoukanis. Si je ne m'abuse, je vous ai mis le lien, et je ne m'abuse pas, c'est merveilleux, je vous ai mis le lien dans le channel Notes ressources du Discord. Donc vous avez le PDF de l'ouvrage. Si vous voulez l'acheter en format papier, je vous y invite évidemment. Et donc cet épisode, alors je pense qu'on le fera un peu plus tard, donc pas 18h30. Donc mercredi 9 avril, sans doute vers 19-20h. L'heure précise reste à définir. Nous allons étudier ce bouquin, nous n'allons pas étudier en détail tout le livre, parce que mine de rien, c'est quand même très très dense. Si vous pouvez lire tout le livre, faites-le. Il n'est pas hyper long non plus. Je pense lisez au moins l'introduction. Et le chapitre que nous allons étudier spécifiquement, c'est le chapitre 4, marchandises et sujets. Histoire de rester quand même dans le thème du capital. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous va? Très bien. Génial, moi je l'avais noté en me disant que j'allais l'acheter pour le lire, bah parfait alors. Eh ben, on fait comme ça alors. Et d'ici là, on continue aussi le capital, voilà, donc toujours sur le chapitre 3. Et ben, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, merci à toi.